Bonjour à toutes et à tous. Ça, vous m'entendez? Oui. Euh, voilà. Alors, merci Jonathan et toute l'équipe d'Apala de m'avoir invité aujourd'hui. À Nantes, c'est une belle ville. Il paraît que c'est la ville la plus appréciée de France. Enfin, voilà, donc formidable. Euh, Tout à l'heure, quand je me promenais dans les rues, j'ai découvert une statue, parce que je connais pas bien Nantes, hein. J'ai découvert une statue, alors ça s'appelle Éloge du pas de côté. Vous connaissez? Ah ouais, alors, vous savez, il y a un monsieur, il est comme ça, et il a un pas dans le vide. Et j'ai trouvé que c'était une bonne introduction à notre rencontre, parce que je trouve que c'est bien dans la vie de faire des pas de côté. Et quand vous faites des pas de côté, parfois vous avez un pied dans le vide. Et là, c'est moins rassurant, mais c'est plus intéressant. Alors, et je pense qu'un des pas de côté les plus importants dans la vie, c'est de savoir à penser contre soi-même. Euh, Vous connaissez certainement ce biais de cognitif qui est le biais de confirmation. On est tous victimes du biais de confirmation, c'est-à-dire que, et alors les algorithmes sur Internet, ils en profitent, c'est-à-dire qu'on a tendance à rechercher ce qui nous arrange, ce qui nous convient, ce qui correspond à nos convictions. Faire un pas de côté au niveau cognitif, c'est s'imposer, parfois ou régulièrement, le fait de s'intéresser aux personnes, aux idées qui sont contraires aux nôtres. Alors, il s'avère que j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages et je crois pouvoir dire que je suis extrêmement conscient du biais de confirmation et je suis le premier à plonger dedans. Et donc, à cause de ça, ou grâce à ça, vous prenez comme vous voulez, eh bien, j'ai tendance, enfin, je me fixe comme principe, lorsque je m'intéresse à un sujet et qu'à un moment j'ai envie d'en écrire un livre, eh bien, d'essayer de lire autant les informations qui sont susceptibles de contredire mes idées que celles susceptibles de les confirmer. Alors, effectivement, j'ai écrit un livre sur les théories de l'effondrement qui sont aujourd'hui très à la mode et dont je peux vous dire que c'est dépourvu de fondements scientifiques. Et beaucoup d'auteurs citent, vous avez parfois des biblios, faites du fact-checking, vous vérifiez et vous vous rendez compte à quel point les études scientifiques citées disent souvent très différemment, mais souvent le contraire de exactement l'inverse de ce qui est écrit dans le texte. Alors, mon propos tiendra en 3 temps. Il faut que je tienne le temps. Et voilà. D'abord, cette idée qui se diffuse beaucoup depuis quelques années de l'effondrement imminent de notre société est faux. Deuxième temps, plus court, il est dangereux. Et troisième temps, j'aimerais passer à un côté plus positif. Et au lieu de parler de collapsologie, je propose de passer la main à la solutiologie. Alors, tout d'abord, premier temps, alors tout ce que je vous dis, c'est sourcé. Je ne vais pas vous donner les sources ici, mais vous pouvez les trouver si ça vous intéresse. Mais je vous donne quelques citations d'abord. Alors, pour ceux qui sont, enfin, pas forcément au courant, on parle beaucoup d'effondrement et certains auteurs parlent de collapsologie, la science du collapse, la science de l'effondrement. Ces auteurs ne sont pas des chercheurs. Moi non plus, hein, je l'assume. Mais... Alors, je vous donne quelques citations. Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, elle a été jusqu'à l'année dernière, il y a juste un an, la coprésidente du GIEC. Ça va comme référence? Non. La collapsologie n'est pas une science, ça n'existe pas. C'est un discours à analyser sous l'angle historique et politique. Michael Mann. Michael Mann, ça vous dit peut-être rien. Aux États-Unis, c'est un des climatologues les plus connus. C'est la bête noire des climato-sceptiques. Ceux qui prônent la propagande catastrophiste doivent être critiqués de la manière la plus vigoureuse car ils menacent l'avenir de la planète. Il dit même dans un autre texte que les catastrophistes sont pires aujourd'hui, font plus de mal que les climato-sceptiques. Et je termine, et je pourrais en donner d'autres. François Gémen, membre du GIEC également, politiste. La collapsologie est une théorie et elle appelle donc à une forme de croyance. On croit ou on ne croit pas à cette théorie. Là où il y aurait de la malhonnêteté, ce serait de faire croire que c'est de la science. Voilà. Bon, j'arrête là pour les citations. J'aurais simplement posé le problème. Lorsque on nous parle d'effondrement imminent, c'est quoi l'enjeu? C'est l'effondrement imminent de notre société occidentale. C'est très occidentalocentré, hein, le discours effondriste. Effondrement en raison d'une pénurie imminente
de matières premières telles que le pétrole, le gaz, le charbon et les minerais. Et vous trouvez souvent, par exemple, des propos tels que il nous reste 20 ans, 30 ans de réserve de pétrole. Donc, dans 30 ans, on n'a plus de pétrole. Alors, je voudrais simplement vous donner l'exemple du pétrole. Les réserves en pétrole, en 2010, c'était 1300 milliards de barils. En 2000. En 2010, c'était 1640 milliards. Et en 2020, 1720 milliards de barils. Plus le temps passe, plus les réserves augmentent. Eh bien, figurez-vous que ça peut paraître étrange, c'est paradoxal, mais plus on puise dans les réserves de ressources, plus les réserves augmentent. Alors vous dites là, le mec, il est un peu zébré là. Oui, parce qu'en fait, dans tous ces discours, il y a une confusion fondamentale entre deux éléments très différents. Entre le mot ressource, entre le mot réserve. Le mot ressource, c'est un terme géologique. Les ressources en pétrole, en cuivre, en manganèse, tout ce que vous voulez, c'est ce qu'il y a dans le sol. On ne sait pas. On ne sait pas, on a des hypothèses, mais on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas. Et puis on ne sait pas jusqu'à quelle profondeur on va en trouver, parce que les technologies d'extraction évoluent, s'améliorent. Bien. Les réserves, c'est très différent. C'est la quantité de ressources, un, qu'on connaît, et deux, dont on sait qu'elles sont rentables à l'exploitation. C'est bien moindre, évidemment. Mais ça, c'est des chiffres qu'on connaît. On les connaît assez précisément. Mais, en fait, les réserves, ce n'est pas un terme finalement géologique, alors que les ressources, c'est géologique. C'est un terme qui dépend essentiellement de l'économie, la loi de l'offre et de la demande, et de la technologie, la capacité de nouvelles technologies à aller extraire plus facilement, plus loin, plus profond. C'est un terme économico-technique. Et donc, en fait, comme c'est la loi de l'offre et de la demande, plus vous avez besoin, par exemple, de pétrole, plus vous en extrayez, vous puisez sur les réserves. Mais les pétroliers ne sont pas fous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont explorer d'autres champs de pétrole. Ils vont essayer d'explorer, ils vont faire des tests, et ils vont faire des forages, et ils vont avoir plus de réserves. Donc plus vous puisez dans les réserves, plus parallèlement vous cherchez des réserves et vous en trouvez. Je vous donne un autre exemple, et je resterai là-dessus. Encore plus parlant que le pétrole, bien plus, le lithium. Le lithium, il y a quelques années, on n'avait pas trop besoin de lithium. Le lithium, aujourd'hui, c'est essentiel pour les ordinateurs, c'est essentiel pour les voitures électriques, etc., etc. Résultat des courses, on extrait de plus en plus de lithium, mais résultat des courses, la quantité de réserves, je n'ai pas dit de ressources, de réserves de lithium a été multipliée par 4 entre 2000 et 2017. Plus vous extrayez, plus vous cherchez, et plus vous trouvez, et plus les réserves augmentent. En fait, le débat, la question centrale, c'est pas du tout qu'on va manquer de ressources telles que le pétrole et compagnie, c'est qu'on en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Un article scientifique de 2022 qui s'appelle Carbon Bombs nous dit qu'il y a sur Terre, et probablement ils n'ont pas fait une exploration encore exhaustive, 425 bombes carbone. C'est-à-dire des lieux, des sites avec du pétrole, du charbon ou du gaz qui sont extrêmement quantitativement importants. Et donc, que si on les exploite, il y en a d'ailleurs 169 qui ne sont pas encore exploités, enfin en 2022, peut-être maintenant c'est différent, et que si on les exploite à fond, alors là ça vous fait exploser tous les bilans carbone, je peux dire les accords de Paris, c'est mort. Donc le problème, c'est pas qu'on va manquer, le problème c'est qu'on en a trop, et que l'enjeu, c'est pas qu'on va être contraint de s'adapter à une situation insupportable aux yeux de certains, le débat c'est qu'il va falloir choisir d'avoir des consommations beaucoup plus responsables. C'est un choix, une décision, ce n'est pas une contrainte. Alors ça, c'était le premier temps. Non, il n'y aura pas d'effondrement. Et ça fait des années qu'on dit qu'il y aura de l'effondrement, il n'y en aura pas. Il faut vivre avec une autre perspective. Deuxième point, c'est le côté danger. Pour moi, le discours, enfin pour moi, sur base de recherche, le discours effondriste, parce que avant je parlais de collapsologie, je n'emploie plus ce mot, c'est une idéologie non scientifique. Le discours effondriste est triplement dangereux. Et je vais aller très court, mais je pourrais le développer beaucoup plus. Sur le plan psychologique, sur le plan sociopolitique et sur le plan environnemental. Sur le plan psychologique,
effectivement, Jonathan a parlé tout à l'heure de l'éco-anxiété. Être éco-anxieux pour des problèmes réels, je trouve ça tout à fait légitime, voire sain. Le climat en étant l'exemple le plus marquant. Mais moi, j'ai discuté avec des jeunes éco-anxieux qui me donnaient des tas d'arguments dont la plupart étaient scientifiquement faux, qui étaient des reflets des médias dont les chercheurs disent les médias ont exagéré ce que nous avons dit. Je cite plein d'exemples comme ça dans mon livre. Deuxième point, l'aspect sociopolitique. Je pourrais donner plusieurs aspects, mais je vais vous donner simplement un, et qui est tout simplement, toutes les études, que ce soit de sociologie, de Sciences Po, de psychologie expérimentale, montrent une chose. Les discours de la peur génèrent des réactions psychologiques d'appel à des discours et à des pratiques politiques autoritaires. C'est extrêmement clair. Ça va en général, et notamment, et là, quelqu'un qui est mieux placé que moi, Antoine Bueno, ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle la dictature écologique. Troisième point, le discours effondriste est un discours environnementalement dangereux. Je cite dans mon livre des alertes à la pénurie énergétique qui datent déjà les premières de 1859 avec le charbon au Royaume-Uni. À chaque fois, ça a provoqué quoi? Ça a provoqué chez les dirigeants politiques la volonté d'assurer ce qu'on appelle la sécurité énergétique et donc la recherche de nouveaux gisements. Et donc ça a augmenté les forages, etc. Et puis, parfois, on m'a dit, oui, mais notamment Servine m'ont dit, tu nous critiques parce que tu dis que nous sommes... Enfin, on m'a dit que je disais qu'ils poussaient à l'inaction. Parce qu'effectivement, alors tous les travaux de psychologie montrent aussi que la peur conduit à l'inaction. On remet nos mains entre des sauveurs politiques, mais aussi nous-mêmes, on ne fait rien. Bien. Et je ne dis pas que ce discours conduit à l'inaction, je dis qu'il conduit à des actions qui sont très insuffisantes. Je vais vous donner un autre exemple. En gros, c'est Masson-Delmotte, je vais aller très court, la même personne, Valérie Masson-Delmotte, qui dit que c'est très bien de faire des micro-communautés. J'ai vécu en communauté rurale quand j'étais jeune, post-68. J'ai cultivé la terre avec des champs en agrobiologie pendant 5 ans. Je suis tout à fait favorable à ce genre d'expérience. Mais en revanche, je pense que face aux enjeux sociaux et environnementaux qui sont devant nous, ça n'est vraiment pas suffisant comme type d'action. Nous avons besoin d'action au niveau macro. Et ce qui m'amène au troisième temps de mon propos. J'ai inventé un néologisme, la soluciologie. Alors la soluciologie, voilà la définition que j'en donne. C'est la science pluridisciplinaire analysant les problèmes sociaux et environnementaux auxquels l'humanité est confrontée, ainsi que les solutions possibles à y apporter au travers de connaissances en sciences humaines, naturelles ou technologiques. C'est-à-dire que la soluciologie, ça intègre en quelque sorte les problèmes et donc la collapsologie. C'est-à-dire que le jour où la collapsologie sera devenue scientifique, ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, eh bien elle sera très utile. Étudier les problèmes, étudier comment il y a une dynamique des problèmes pour éviter de les reproduire et pour trouver des solutions, ça me semble important. J'ai été longtemps journaliste et j'ai beaucoup aimé ce travail, ce métier, je suis aujourd'hui retraité, mais j'ai souvent considéré que les journalistes ont tendance à marcher sur un pied, le pied des problèmes, et ils devraient marcher sur deux. 1, présenter les problèmes. 2, présenter les solutions possibles ou déjà existantes. Eh bien, je pense qu'il en est de même pour la science. Alors, il y a énormément d'améliorations environnementales, sociétales au cours des dernières décennies, mais on n'en parle pas. Je vais prendre un exemple personnel que j'ai assez bien connu. Lorsque j'étais adolescent, j'étais amoureux de la nature, je le suis toujours, mais je passe moins de temps qu'à l'époque, et je faisais partie d'une association qui s'appelle le CORA, Centre ornithologique Rhône-Alpes. Alors c'était donc des passionnés d'ornithologie, d'oiseaux sauvages, et je me souviens très bien que tous mes aînés se désespéraient, à juste titre, de l'effondrement de population de certaines espèces d'oiseaux, et en particulier deux grandes catégories qui étaient les rapaces diurnes et nocturnes et les échassés, les grands géstaciers, les hérons, tout ça, et les petits qu'on appelle par exemple les micoles, enfin voilà.
à l'époque, les médias nous parlaient énormément des rapaces et des hérons et tout ça. Bien. Aujourd'hui, dans la presse d'aujourd'hui, vous ne lisez pratiquement rien sur les rapaces et sur les hérons. Par contre, on vous parle des fameux stocks, le suivi oh, je connais par cœur, suivi temporaire des oiseaux communs. On vous parle des oiseaux communs, on vous parle des oiseaux agricoles, les alouettes et compagnie, et on ne vous parle pas des rapaces. Et il y a 30, 40, 50 ans, on ne parlait pas des oiseaux communs. Quand ça va bien, les médias n'en parlent pas. Quand ça va mal, ils en parlent. Donc, effectivement, on a toujours l'impression que tout va mal. Je vous donne quelques exemples. Le faucon pèlerin, qui est un oiseau extraordinaire, qui était rarissime lorsque j'avais 15 ans, eh bien, le faucon pèlerin, aujourd'hui, il niche à Paris, il niche à Lyon, il y a plusieurs nids à Bruxelles. Il y avait 200, même moins de 200 couples il y a 50 ans. Il y en a aujourd'hui 1600 en France. L'aigle royal, il y avait 50 couples quand j'étais jeune, il y en a 500 aujourd'hui. Mais plus intéressant comme chiffre, et ça vous ne les trouverez pas. Alors je vous conseille un site très bien, parce que c'est moi qui l'ai fait, donc il est forcément bien. Il s'appelle Chronique Optiréaliste. Vous trouverez là-dedans plein de stats avec des références scientifiques. Bien, maintenant, je vous donne d'autres exemples. Les oies, vous avez dans l'hémisphère nord 12 espèces d'oies sauvages. Il y a 70 ans, vous aviez toutes espèces confondues, elles représentaient à peu près 30 000 individus. Aujourd'hui, 70 ans plus tard, écoutez bien, 39 millions, plus de 1000 fois augmenté en plus d'un demi-siècle. Vous avez entendu parler de l'augmentation des oies sauvages dans les médias? Non. Non, voilà. Alors, les cigognes en France, c'était 11 couples en 1974. C'est aujourd'hui 4500. Multiplication par 2 en 3 ans ces dernières années. Les grues cendrées, un oiseau magnifique qui traverse la France lors des migrations de printemps et d'automne. Passage obligé des grues cendrées, le lac du Der à côté de Troyes. Il y a en 1980, vous avez 0 oiseau qui passait. Et ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, l'évolution de ce que je vais vous dire. 0 oiseau. Aujourd'hui, c'est 250 000 grues cendrées qui passent par le lac du Der tous les jours. Bien, je pourrais vous en citer plein. Les castors, moi j'ai vu un site à castor quand j'étais ado, parce que des ornithologues connaissaient un site à castor. Maintenant, des sites à castor, on en voit partout. Bien, vous avez aussi par exemple les otaries à fourrure qui ont été exterminés. Il restait pratiquement plus d'otaries à fourrure dans le monde il y a 50 ans, 70 ans. Aujourd'hui, il y en a plusieurs millions. Voilà, c'est intéressant. La pollution. Lorsque j'étais jeune, on était abreuvé d'histoires de marées noires. Les super pétroliers, les super tankers qui s'échouaient sur les plages de l'Atlantique ou de la Bretagne et tout ça. Aujourd'hui, on ne parle plus de marées noires. Bien. Si, il y a 50 ans, on s'était dit tout est foutu, on ne peut rien faire, on n'aurait rien fait, on n'aurait pas milité. Moi, j'ai milité, j'ai fait signer des pétitions pour sauver un marais, par exemple, qui aujourd'hui est une réserve. J'ai participé à différentes actions. Eh bien, par exemple, en 1976, il y a eu la grande loi sur la protection de la nature qui a permis la protection des animaux dont je vous parle. Bien. Pareil pour la pollution. Chirac qui nous disait en 1995 qu'on allait se baigner bientôt dans la Seine. Tout le monde rigolait. On fait les Jeux Olympiques dans la Seine. Avant les Jeux Olympiques, on a dit tout le temps qu'il y avait plein de pollution, qu'on n'y arriverait jamais. On n'a pas dit que la pollution, elle était uniquement bactériologique. Il n'y a plus de pollution chimique dans la Seine depuis des années. Eh bien, on a fait les Jeux Olympiques dans la Seine, il ne faut pas l'oublier. Bien, alors tout ça pour vous dire que il y a des améliorations. Il ne s'agit pas de dire tout va bien, parce que les problèmes de biodiversité, les problèmes de climat, les problèmes de la surpêche, des océans, etc., l'agriculture, ils existent, bien sûr, mais il ne faut pas voir que les problèmes, il faut aussi s'intéresser aux solutions. Je me suis rendu compte que j'ai étudié un certain nombre de problèmes sociaux, environnementaux, qui avaient été soit réglés, soit très fortement améliorés, et je me suis rendu compte que souvent ça marche avec ce que j'ai appelé le carré gagnant de la gouvernance. Lorsque se mettent autour d'une table ces 4 parties prenantes essentielles que sont, alors il n'y a pas d'ordre dans ce que je vais dire, 1, les services publics, depuis la petite mairie rurale jusqu'aux grandes agents de l'ONU, selon l'importance du sujet, du thème. Les entreprises, et en particulier évidemment les entreprises industrielles, qui sont souvent la cause de problèmes environnementaux et souvent la solution à des problèmes environnementaux. 3e point, la société civile, les associations de défense de l'environnement ou de défense des droits humains, des défenses des droits de l'enfant, et la science. La science, souvent comme lanceur d'alerte et proposeur
proposant des solutions. C'est particulièrement vrai, par exemple, pour deux très grands problèmes, j'ai beaucoup écrit là-dessus, deux très grands problèmes environnementaux. Vous savez, il y a 30 ans, on ne parlait pas du climat. Le problème environnemental mondial majeur, c'était la couche d'ozone. Eh bien, la couche d'ozone, la réduction de la couche d'ozone, où on nous prédisait des cancers par millions, des récoltes en drastique baisse, eh bien, ça a pu être résolu parce qu'autour de la table, a pu être mis par l'Agence de l'ONU pour l'environnement des représentants de ces quatre parties prenantes. Ça a été pareil pour le Rhin, qui était un cloaque à ciel ouvert, le fleuve le plus pollué d'Europe, un des plus pollués au monde. Aujourd'hui, on peut se baigner dans le fleuve depuis la source jusqu'à l'embouchure grâce au carré de la gouvernance. Je conclurai juste par un mot. Il y a quelques décennies, Martin Luther King a fait un célèbre discours. Il n'a pas dit « j'ai fait un cauchemar ». Il aurait emmené personne derrière lui. Il a dit « j'ai fait un rêve ». Je ne dis pas que l'Amérique, aujourd'hui, n'est plus raciste qu'elle a... Bon. Mais l'Amérique, de ce côté-là, s'est quand même beaucoup améliorée. Eh bien, j'ai la conviction que nous pouvons faire un rêve d'une société meilleure et que chacun d'entre nous y participe. J'ai une autre conviction, c'est ne laissons personne, ne laissons aucun oiseau de malheur nous interdire de rêver de construire une société meilleure. Merci beaucoup.